Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Éric Doutrebente. Bonjour Olivier Pichon. Soyez le bienvenu. Vous êtes un habitué de ce plateau et nous allons parler de votre entreprise, la financière Tiepolo, et nous allons surtout parler de l'épargne, des marchés financiers, comme à l'accoutumée. Mais je voudrais signaler, pour bien poser le problème à nos téléspectateurs, que dans le bruit général que font les marchés, alors on parle de Bitcoin, on vous parle de quantitative easing, on vous parle d'inflation possible, de déflation pour certains, eh bien vous faites votre petit bonhomme de chemin, si je puis dire, de façon sûre et tranquille. Vous assurez les placements des familles, et je crois que c'est le grand mérite de la financière Tiepolo, outre le fait que vous tirez plutôt bien de la tourmente boursière qui nous avait affectés. Mais maintenant, tout va bien. Alors oui, la financière Tiepolo, c'est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. On est 25 personnes au service des clients. On fait une très bonne connaissance des clients, donc on essaye de les aider à simplifier leur vie. Donc ça nous amène à bien les connaître, à bien connaître leurs objectifs, ce qu'ils ont, ce qu'ils auront plus, leurs besoins, leur retraite future, le PER, l'assurance vie. Donc il y a toute une partie de connaissance du client qui est indispensable et donc de conseil. Et après, le but, c'est de faire de la gestion financière. Et donc là, on ne fait que la gestion à long terme. Et donc l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie du client dans cette jungle financière. Parce que honnêtement, c'est quand même pas très facile de s'y retrouver. Et quand on voit l'évolution du marché en 2020, on pouvait en perdre son latin. Voilà. Donc. Bon, alors justement, le conseil aux épargnants, je crois que c'est ce qui manque le plus. Rétrospectivement, je me rends bien compte moi-même, et je le vois autour de moi, qu'on a manqué justement de ces conseils simples, personnalisés. Mais le problème, c'est que les gens ont de moins en moins de relations avec leurs banquiers. Oui, alors tout passe en numérique, tout passe en... Oui, voyez, je pense qu'il y aura toujours ça à deux échelles. Il y a des sociétés qui vont être très proches de leurs clients, malgré le digital ou grâce au digital, oui. Et puis celles qui vont continuer sur leur lancée. Bon, je crois que ce qui est important, c'est que dans ces difficultés, nous on observe les marchés financiers, on anticipe les résultats d'entreprise et on s'aperçoit que l'année dernière, une fois de plus, il fallait rester investi sur le long terme, sans ça on faisait des bêtises. Oui, le long terme, vous dis-je. Ah, tout à fait. Le long terme, le poumon, vous dis-je. Oui, ça a été un de vos leitmotifs et vous le maintenez évidemment. Oui, alors je pense que depuis qu'on s'est vu, puisqu'on s'était vu au mois de décembre, donc les marchés en 2020 ont continué de monter, c'est-à-dire qu'on a réatteint les plus hauts de début 2020 qu'on a dépassés, mais on n'est pas à 15% des plus hauts de 2020. Évidemment, la presse exagère toujours un petit peu les événements, et quand on voit les évolutions, on le voit sur ce tableau depuis le début de l'année. Marchés, oui. Eh bien, les banques qui avaient beaucoup baissé en 2020, puisqu'elles avaient perdu 24%, elles remontent de 26%. L'automobile, plus 18%, alors qu'elle est montée simplement de plus 3% l'année dernière. C'est ce que je vois, oui. Les matériaux, 18%. Et puis, à l'inverse, il y a des valeurs liées à la technologie qui avaient beaucoup monté l'année dernière. Et ça se calme un petit peu. Donc, ce qui est toujours important, c'est de regarder l'ensemble des valeurs, regarder valeur par valeur et pas du tout être dans des indices. On considère que pour gagner de l'argent sur longue période, il faut être surpondéré sur des valeurs de qualité. Et on voit par exemple que le luxe qui a caracolé l'année dernière continue d'avancer. Donc ça veut dire qu'il faut rester sur des valeurs très bien gérées. On en reparlera. Voilà, donc c'est le bilan du marché depuis le début de l'année. En effet, nos téléspectateurs peuvent le voir, et notamment les banques qui étaient à moins 24, vous dites, sont remontées à plus 26. Alors après, nous, on est plutôt sous-pondéré, quasiment absent du secteur bancaire oui. Car il y a toujours des aspects de concurrence, de réglementation. Et nous, on aime bien les sociétés où il peut y avoir des augmentations possibles de prix. Oui. Et le secteur bancaire est plutôt sous pression, plus des aspects d'effectifs. Donc voilà, c'est un exemple. Nous l'avons largement démontré avec Pierre-Henri Leroy, ancien banquier, récemment, et avec Jean-Pierre Chevalier aussi,
sur certaines banques, bon, la Société Générale... oui, c'est un secteur Bank, compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est pas chercher les choses trop compliquées. Alors, on peut s'apercevoir quand même que depuis le début de l'année, on a des résultats du premier trimestre qui sortent, donc 2021 qui sont sortis. Oui, qu'on va voir aussi derrière nous. Et qui sont plutôt de bonne facture, puisque... alors, il ne faut pas oublier que 2020, on broyait du noir. Donc, les investisseurs avaient du mal à se dire que le rebond sur les entreprises serait aussi important. Et là, on a un graphe sur la partie européenne où on voit que le rebond... Donc, pour la France, nos téléspectateurs peuvent le voir, sur le graphe, c'est 75%. Donc, c'est-à-dire que les sociétés qui ont délivré leurs résultats, oui. Donc 75% étaient au-dessus des 5%. C'est-à-dire qu'on était vraiment tombé assez bas sur les estimations 2021 du premier trimestre, et il y a un fort rebond, donc c'est quand même une bonne nouvelle dans un marché qui est assez volatile et qui est assez contrasté. Je dois dire que je suis même surpris par ce graphique, parce que je vois que l'Allemagne est très en dessous des performances françaises. Oui, alors attention, il y a aussi des effets de base qui peuvent intervenir. C'est ça, c'est qu'on part d'un niveau plus haut avec l'Allemagne. Oui, donc après, ce qu'il faut, c'est important, c'est d'avoir la tendance, c'est arrêtons de broyer du noir, puisque les entreprises, au premier trimestre 2021, ont eu des performances supérieures à ce que estimaient les marchés. Alors, broyer du noir, certains de mes invités s'en chargent à votre place. Je dirais que vous broyez plutôt du blanc. Moi, j'essaye d'être dans le réel, et puisque les entreprises sont faites par des hommes et des femmes, pourquoi démoraliser les hommes et les femmes qui travaillent dans les entreprises avec les difficultés qu'on connaît à cause du télétravail, à cause du Covid, avec tous ces éléments-là qu'on avait fortement évoqués au mois de décembre dernier. En effet, il y avait de quoi. Oui. Cependant, ces bons résultats sont incontestables, mais est-ce que les difficultés ne sont pas à venir, liées à la fin des prêts garantis par l'État, les PGE, liées au fait que il y a quand même des faillites qui s'annoncent dans un certain nombre de secteurs. Et d'ailleurs, la courbe que nous voyons derrière nous, les défaillances d'entreprises depuis 2000, se sont quand même considérablement accentuées en 2020. Est-ce qu'on va... Alors attention, donc on voit sur ce graphe qu'il y a une montée régulière de défaillances d'entreprises, puisqu'en 2000, on était à 45 000. Oui, j'ai interprété à l'envers. Excusez-moi. Sur un plus haut de 65 000. Oui. Et donc, la Banque de France a annoncé en 2020 que les défaillances allaient être nettement moins importantes, ce qui leur était prévisible, puisqu'il y a quand même des aides très importantes qui sont venues en aide. J'ai lu le graphique à l'envers. Mais la COFAS, par exemple, a dit que s'il n'y avait pas eu toutes les aides qu'il y a eu, il y aurait eu plus de 22 500 entreprises qui seraient cassées la figure. Donc 22 500 par rapport à un stock au plus haut, donc le stock avant la crise était d'environ 50 000, on aurait recassé les plus hauts historiques. Alors est-ce que ça va venir dans le futur ? Donc la question c'est, par exemple, j'avais une entreprise qui est liée au secteur du loisir récemment au téléphone. Ils ont eu un PGE, ils ne vont pas, a priori, s'en servir. Donc tout dépend de la trésorerie que vous aviez avant, tout dépend de la réactivité que vous avez eue dans la crise, tout dépend de la souplesse aussi de votre organisation. Est-ce que vous travaillez avec beaucoup de prestataires extérieurs ? Donc tout ça, c'est là où il faut retomber dans la micro. Et entre les grands principes en disant tout le secteur restauration, hôtellerie, voyage vont s'effondrer, et on s'aperçoit qu'il y a aussi dans ces secteurs-là des sociétés qui sont bien gérées et qui vont passer la crise et qui vont ressortir renforcées parce que d'abord c'est lié à l'histoire des sociétés, parce qu'une société ne se construit pas en 15 secondes, sauf certaines start-up, mais ce n'est pas notre cœur de métier, pas du tout. On ne fait que du côté, on ne fait pas de non-côté. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comme d'habitude, il y aura les sociétés bien gérées qui vont continuer de prendre des parts de marché, pouvoir augmenter leur pricing power, donc leur possibilité d'augmenter les prix, et les services et la qualité des produits, et puis celles qui vont partir dans l'après-crise. Mais je pense que vraiment l'effet... Les aides massives qu'on a eues a permis à beaucoup d'entreprises d'exister. Donc c'est quand même une bonne chose. Je voudrais comprendre. Vous venez de me dire que l'entreprise que vous avez contactée
n'utilisera pas son PGE, son prêt garanti par l'État. Alors, elle l'a eu, concrètement, elle l'a reçu, elle ne l'utilise pas. Elle ne l'a pas utilisé, donc elle va le rembourser. Elle le restitue à l'État. Voilà, mais vous savez qu'il y a des délais. Donc elle ne pouvait pas, par exemple, le mettre en placement, le faire fructifier. Je pense que quand vous êtes chef d'entreprise, que déjà vous avez 90% de votre chiffre d'affaires qui a disparu, je parle du tourisme, 90% du chiffre d'affaires qui a disparu, vous amusez pas à faire de la spéculation court terme, on fait de l'investissement à long terme. Donc je pense que c'est pas du tout raisonnable en plus d'utiliser l'argent de l'État pour essayer de gagner un peu d'argent. C'est tout à fait... Voilà, donc ça lui sera restitué sans aucune... Oui, donc ça c'est l'exemple d'une société où ça se passe bien. Il peut y avoir des sociétés où ça peut être plus compliqué. Tant mieux. Alors, il y a une chose qui est quand même caractéristique de l'époque, c'est qu'évidemment, le ou la Covid a contraint les ménages à ne pas consommer, c'est-à-dire à épargner, puisque chacun sait que l'épargne, c'est de la non-consommation. Et alors, il y a donc un taux d'épargne global des Français qui est assez considérable. On le voit aussi sur le schéma. Taux d'épargne global, taux d'épargne financière. En bleu, le taux d'épargne global et l'épargne financière en vert. Alors, ce stock exerce des convoitises, évidemment. Mais convoitises tout à fait honorables. Mais... comment va s'utiliser ce stock et qu'est-ce que vous-même, en tant qu'entreprise, comptez faire face à cette épargne des Français? Alors déjà, dans les graphes que vous voyez, vous avez à peu près 75% de l'épargne qui est de l'épargne forcée. C'est-à-dire que c'est lié, vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez plus au théâtre, vous ne dépensez plus, vous ne pouvez plus aller dans des supermarchés ou difficilement, ou dans des centres commerciaux, parce que c'est un secteur qui a été assez... Donc c'est de l'épargne forcée, ça représenterait à peu près 75% de l'épargne qui a été mis dans les bas de laine, qui sont dans les bas de laine des Français. Après 25%, c'est de l'épargne liée, c'est-à-dire que c'est plutôt lié à votre appréhension du lendemain, par rapport aux difficultés. Voilà. Et donc ça se renforce quand vous ne dépensez pas. D'abord, vous ne dépensez pas, c'est l'épargne forcée, et puis vous avez peur de dépenser. Donc, ça, c'est le passé. On s'aperçoit aussi que là, il faut regarder dans quel support a été mis, les Français ont mis cela. Donc, on le voit par exemple sur les contrats en euros. Donc, l'assurance vie en euros a réexplosé. Avec, regardez ce schéma-là aussi. Vous avez donc l'assurance vie en euros plus 86%. Oui, c'est ce que je vois. Donc, vous voyez que c'est des montants très importants. Et ce qui est important, c'est que c'est une des premières fois où on voit que sur les marchés actions, il y a eu aussi des achats. Oui, et là, on a ça on tout très bien. ça parce que le marché baisse de 30% violemment par rapport au Covid. Il y a des petits porteurs et c'est quand même un événement parce qu'on n'avait pas eu ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que je crois que c'est peut-être la dernière bulle, c'était la bulle Internet où il y a eu un peu de mouvement. Et puis avant, il y avait les privatisations, donc vous voyez, on repart très loin. Mais sur les marchés actions, il y a eu quand même des gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter des actions, comme commencer à acheter des actions, première chose. Donc on voit aussi les dégâts, parce que les rapports de l'AMF récemment ont dit qu'il y avait quand même quelques soucis avec des gens qui n'étaient pas du tout initiés au marché, pas de connaissance des marchés, et qui évidemment ont fait des choses imprudentes. Mais il y a vraiment aussi la possibilité pour les Français de diversifier leur épargne, parce que je vous rappelle que les taux d'intérêt sont très bas, voire négatifs de temps en temps, mais ça y est, ils sont devenus un peu positifs par rapport au mois de décembre. On va en parler. Et des gens se sont mis à acheter des actions, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Oui, mais c'est aussi parce qu'ils ne voulaient plus acheter d'obligations, lesquelles étaient justement servies par des taux d'intérêt extrêmement bas, et qu'il y avait peut-être un doute aussi sur les États. Oui, mais ça, c'est récurrent depuis longtemps. Oui. Donc, je pense qu'on est dans un marché très mondialisé. En 1924, Édouard Herriot avait voulu placer un emprunt d'État. Il n'avait pas réussi à le placer. Nous sommes en 1924. Oui, alors que là, il y a quand même, beaucoup de liquidités qui arrivent sur les marchés. Vous avez les États, donc il y a tous les systèmes qu'on connaît avec des rachats de dettes et des dettes souveraines, mais il y a quand même une liquidité aujourd'hui dans le marché des obligations internationales qui est fait par le marché. Donc sur un marché mondial, il n'y a pas de crise de liquidité. Alors on voit aussi que, donc je reviens sur les achats des actions, sur ce document suivant,
vous avez les particuliers qui ont été nombreux à investir sur les marchés et on s'aperçoit que les mouvements, les particuliers qui représentent à peu près 2% du marché des flux américains, ils sont passés à 9% des flux. Donc une explosion des flux sur le marché américain qui est assez intéressante. Il y a une aspect aussi peut-être technique, c'est que vous avez eu des créations de plateformes où les particuliers... J'ai vu quelqu'un hier soir, un jeune étudiant, qui m'a dit qu'il avait acheté des fractions d'actions. Sur cette plateforme. Par exemple, quand vous avez du Tesla qui vaut, ça dépend des jours, mais un Tesla qui vaut $700, vous pouvez acheter un pourcentage de Tesla. Donc vous pouvez acheter $7 de Tesla. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter 700, vous achetez $7 de Tesla. Oui. Donc ça s'est pas mal développé aux États-Unis. Donc ça explique aussi le nombre de petits porteurs qui a augmenté fortement. On l'a aussi avec... Pardon de vous interrompre, mais il y a aussi deux facteurs pour les États-Unis qui jouent. Un, les Américains ont une culture du marché boursier que n'ont pas les Français, pas tout à fait. Oui, mais regardez, 2% de marché américain, c'est les particuliers, on est passé à 9. Donc il y a une très forte explosion. Et on l'a aussi sur le marché sur les Français, de manière moins importante, mais on l'a quand même. Puis il y a aussi l'échec Trump et l'échec Biden qui font que les Américains ont su des liquidités. Oui, ça a un peu joué sur les petites sommes. Oui. Mais on s'est aperçu que ces plateformes, donc sur le marché américain, ils existent, donc c'est les plateformes Robinhood par exemple, mais ils existent aussi sur le marché anglais comme Revolut, et donc c'est en train de se généraliser. Alors je pense qu'il faut aussi, les investissements en actions, on ne s'amuse pas à en acheter sans savoir ce qu'il y a dans le cadre de la société, et même quand on sait ce qui se passe dans une société, de temps en temps on peut avoir des déconvenues, donc il faut faire ça avec parcimonie, et c'est pas parce que vous achetez... $7 de Tesla, vous avez le risque d'en acheter 50 puisque vous pouvez pas acheter 100 puisque c'est 700 €, vous achetez 350 de Tesla. Quand vous regardez la volatilité Tesla, bon après il faut avoir le cœur bien accroché sur... Alors j'ai une dernière réflexion sur ce problème de l'achat des unités de compte. Les plateformes finalement comme Robinhood que vous avez citées, est-ce qu'elles ne sont pas en train de reconstituer l'ancienne structure que nous avons connue en France, les agents de change? Ah non, pas du tout, parce que c'est vraiment... Non, parce que c'est vraiment lié à des des particuliers qui ont des petites sommes et qui mettent de l'argent. Dans les agents, c'est un autre... ils avaient un monopole en plus. Oui, non, on n'est pas du tout sur les mêmes critères. D'accord. C'est vraiment très différent. Donc, les actionnaires peuvent acheter directement ou par des plateformes. Ça, c'est une petite partie des petits actionnaires, mais ça joue un petit peu sur l'ensemble des volumes. Alors maintenant, il y a une vaste question qui se pose, c'est évidemment celle de l'inflation. Car ça fait toujours peur au marché boursier. On sait que la hausse des taux, c'est toujours inquiétant. Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, d'abord, il faut toujours regarder les taux d'intérêt, il faut toujours se remettre sur une période longue. Donc là, je vous ai mis un graphe qui est sur les taux d'intérêt aux États-Unis, en Allemagne et en France sur longue période, c'est sur 10 ans. Le trend général est à la baisse. Donc vous voyez que c'est à la baisse. Ce qui est important, c'est de regarder sur les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'on tourne toujours, grosso modo, autour de zéro. Alors les taux ont un petit peu remonté en Europe et en France. Sur le marché américain, on remonte, mais sur le niveau qu'on avait atteint en 2016. Et regardez, on était remonté à peu plus de 3%, alors qu'on est à 1,6 aujourd'hui. Alors attention, parce que ça fluctue bien sûr, mais facilement. Donc, est-ce que c'est une tendance longue? Vous savez aussi que les marchés sont moutonniers, et puis l'information... On se pétrit des informations qu'elle a données précédemment. Donc, il y a des thèmes. Donc, de temps en temps, il y a les hausses de taux d'intérêt. Puis après, il y a un autre thème, c'est l'inflation. Puis après, vous avez un autre thème, c'est le Bitcoin. Les tropismes. Après, ce qu'il faut, c'est avoir une vision longue, bien regarder. Et surtout, est-ce que c'est tenable d'avoir une hausse des taux d'intérêt très, très forte sur longue période? Nous ne le croyons pas, mais nous ne sommes pas du tout macroéconomistes. Nous, on pense que vu la masse généralisée des dettes, et il y a une accélération forte des dettes avec le Covid, parce qu'il faut quand même savoir, c'est quand même un peu open bar. C'était carrément open bar, oui. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi. Voilà, on voit pas très bien pourquoi on aurait une forte hausse d'intérêt
c'est dans l'intérêt de personne et ça me semble. Mais Oui. en fait, ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est vraiment avoir une vision mondiale. Oui. On ne peut pas dénoncer le mondialisme et quand ça nous arrange, avoir une vision gauloise. Non, oui. le marché est quand même très très mondialisé et donc nous on considère qu'on aura des taux bas. Après, vous pouvez avoir des variations, vous pouvez avoir de la volatilité. Mais enfin, on voit quand même Madame Janet Yellen, secrétaire d'État aux finances de Biden, qui annonce qu'elle va réduire le quantitative easing. Oui, mais ça va se faire doucement et semble-t-il de manière ordonnée sur le plan mondial. Parce qu'il y avait eu une tentative. C'était encore Jérôme Powell qui avait essayé en décembre 19 de réduire le quantitative Oui, mais easing. il y a eu le Covid. Donc, il y a eu le Covid. Immédiatement obligé de revenir à la facilité monétaire. Mais si vous regardez sur une plus courte période, donc là, vous avez aussi, sur une plus longue période, vous avez les taux souverains depuis 1970 et vous voyez cette chute importante des taux et avec ce pic en 1980. Oui, 80, vous voyez très bien que même depuis 10 ans, parce que le graphe précédent, c'était les 10 dernières années, là on est depuis 1970, c'est intéressant de voir cette évolution des taux. Donc maintenant on pourrait mettre aussi un autre graphe en face, c'est la hausse des dettes. Oui, alors ça, et on pourrait corréler les deux, et donc ça va dans l'autre sens. Bon, ce qui est important, c'est directement proportionnel. Oui, ce qui est important, c'est de rester mesuré et d'être attentif. Donc, en cas de hausse des taux d'intérêt forte et durable, évidemment, les marchés actions vont avoir des soucis comme on l'a déjà eu une certaine période. Nous, on ne pense pas qu'on soit dans ce genre de scénario-là à cause de la masse des dettes qui est colossale. Parce que, en préparant cette émission, je suis allé voir un certain nombre d'économistes. Et tous, j'en ai vu une bonne demi-douzaine, tous... personne ne sait. Mais ils sont macroéconomistes. Hein, donc, ils ne sont pas sur l'entreprise comme vous-même. Enfin, quand même, ils parlent tous des craintes de l'inflation. Hein, vous savez aussi un effet autorégulateur. On n'en parle pas, on commence à en parler, tout le monde en parle, et puis après, le marché, et on voit ce qui se passe après sur le marché. Oui, c'est en effet, il y a un effet d'entraînement global, d'imitation même. Ou de prophétie autoréalisatrice, je ne sais pas. C'est ça, il y a un peu de ça. C'est un peu ce qui se passe. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours soutenu que vous menez une activité rationnelle. On essaye. Vous essayez, disons, dans un monde qui ne l'est pas. Car le monde de la bourse est tout sauf rationnel. Ce qu'il y a de rationnel, c'est les effets de marché. Mais sinon, vous avez parlé tout à l'heure d'esprit moutonnier. Vous avez parlé... ça, c'est la psychologie des marchés. C'est ça, la psychologie des marchés n'est pas rationnelle. Oui, mais ce qu'on voit, c'est qu'une société qui est bien gérée, rationnellement, elle surperforme par rapport à une société qui est mal gérée. Une société qui est bien gérée dans un secteur en croissance, elle va aller plus vite qu'une société qui est bien gérée dans un secteur en difficulté. Donc, il y a quand même du rationnel dans les investissements financiers. Je n'ai pas dit le contraire. Mais globalement, il y a des phénomènes complètement... Il y a du mimétisme, il y a des paniques, il y a des affolements. On l'a vu l'année dernière au moment du Covid, parce que ça a désorganisé de manière assez rapide et assez violente. Alors pour laisser respirer nos téléspectateurs qui ont eu la chance, grâce à vous, d'avoir tous les schémas à l'appui de notre conversation, nous allons venir sur les problèmes inflationnistes à travers le problème des matériaux en général de base qui ont tendance à monter. Alors, nous allons faire une petite pause auparavant. Alors, chers amis, nous allons continuer en compagnie d'Éric Doutrebente, président de la financière Tiepolo. Vous êtes président, monsieur le président, pardon. Après avoir étudié la situation des marchés, l'épargne des ménages, le spectre de l'inflation, le génie de l'inflation est sorti de la lampe, nous disent certains, vous avez une vision plus optimiste des choses. Il y a quand même une réalité, c'est que tous les matériaux de base, on le voit sur le schéma qui accompagne notre propos, le cuivre, le bois, le sucre, même le pétrole, dont on nous dit qu'il faut ça passer en Europe,
Oui, mais il augmente en Chine. Alors, avant cela, je vais vous lire ce qu'a dit Warren Buffett. Donc, vous savez que Warren Buffett, c'est une autorité en la matière. Autorité. Et donc, il dit, c'est un peu coupé, hein, nous observons une inflation très importante. Trois petites expressions. Les coûts augmentent et augmentent. Les salaires suivent. L'économie est incandescente. Nous n'y attendions pas. Les magasins de meubles ont été fermés. Ils ne peuvent pas empêcher les gens d'acheter des choses et nous ne pouvons pas leur fournir. Les retards s'accumulent. Et tout ça continue encore et encore. Les gens ont de l'argent et ils payent des prix plus élevés. C'est presque une frénésie d'achat. En ce moment, l'économie est totalement insensible au prix. Il y a une inflation bien plus importante que celle à laquelle on aurait pu s'y attendre il y a 6 mois. Donc voilà les dernières déclarations de Warren Buffett. Donc c'est un peu un retournement. Là, c'est parce qu'il y a vraiment une hausse des matières premières. Les derniers chiffres qu'on a vus au mois de mars et au mois d'avril, il y a une inflation aux États-Unis, parce que c'est pas obligé que c'est toujours le marché directeur. Mais cette hausse aux États-Unis, c'est essentiellement sur les matières premières. Et aujourd'hui, c'est, semble-t-il, peu sur les salaires. Mais je suis un peu étonné puisque Warren Buffett parle des salaires. J'allais vous interroger sur les salaires, parce que ça m'a frappé dans la phrase de Warren Buffett, c'est que, justement, l'inflation que nous avons connue jusqu'aux années 85, c'est que les salaires couraient après les prix, et les prix rattrapaient les salaires, qui couraient après, etc., etc. Or, il ne semble pas que les salaires... Il semble pas que les salaires soient comme ça. Par contre, il y a une réalité, c'est sur les prix des matières premières. Oui. Parce que quand on regarde, par exemple, les graphes que je vous ai mis sur le cuivre, donc le cuivre, on vient de casser le plus haut historique qui était en 2011. Et puis après, on a le bois. Donc c'est bien pour le Chili. Sur le poids. Le cuivre, c'est bien pour le Chili. Oui. Et pour l'État de Panama, qui a du cuivre. Puis après, ça peut être bien aussi pour les gens qui ont des mines d'or, parce que n'oubliez pas qu'il y a des mix souvent sur les mines d'or et les mines de cuivre. Et après, sur le bois, c'est le graphe de droite. Sur le bois, c'est 1200 dollars. Alors, c'est pas des... le bois, n'oubliez pas que le grand marché du bois et des forêts, c'est au Canada. Oui, et donc, les BFT, c'est à peu près 2,3 mètres cubes de boissier prêt à l'emploi. Donc on voit très bien que c'est très très forte augmentation du prix du bois et donc c'est intéressant de voir cette inflation du prix du bois. Après il y a aussi un aspect lié à l'écologie, puisque vous avez quand même pas mal de construction en bois. Il y a aussi des panneaux d'isolation qui sont en bois. Donc il y a des sociétés spécialisées en Europe et aux États-Unis. Donc le bois est une matière première qui est en train de monter. Alors si on prend les matières agricoles, donc là c'est le deuxième graphe. Eh bien, vous avez le prix du maïs qui a beaucoup remonté, mais on n'a pas atteint les plus hauts de 2012. Non, c'est vrai, oui. Et puis vous avez aussi le blé. Alors il y a l'histoire de l'après-Covid, mais il y a aussi des aspects de sécheresse en Amérique du Sud qui sont venus en tenir cela. Il y a aussi le problème du gel en Europe dans certaines zones. Mais si on prend un autre graphe que je ne vous ai pas mis, c'est le prix du porc. Oui. Le prix du porc a monté de 51% et tiré essentiellement par les Chinois. Donc c'est intéressant au niveau mondial, c'est les Chinois qui tirent le prix du porc. Et 1,450 milliard de consommateurs, c'est bien. Et aussi les Américains, puisque les Américains qui ne vont pas au travail, ils sont chez eux et ils achètent de la couenne de porc ou du jambon. Voilà. Donc ça a fait monter, par exemple, aussi le prix du porc. Donc on pourrait prendre d'autres matières premières. Je me permets de vous faire remarquer que le maïs augmente plus que le blé, parce que le maïs est aussi une culture industrielle. À usage industriel. Oui, alors après, il y a aussi on fait des édulcorants, on fait des cols, on fait énormément de choses. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces droites qui sont en flèche très, très, très violentes. Et généralement, ça ne dure pas sur les matières premières. Donc, il y a une inflation qui est liée aux matières premières. On verra la suite après. Ça tient peut-être aussi au fait que la population mondiale continue d'augmenter et que... Il faut nourrir tout ce monde. C'est vrai que mais c'est l'accélération de la hausse de l'inflation par rapport au prix des matières premières. Il y a aussi des phénomènes liés au stockage, liés au flux, et donc c'est un sujet aussi qui est intéressant. Il y a le problème aussi des pénuries liées à la circulation ou à la non-circulation des biens. On l'a vu d'ailleurs pour les microprocesseurs. Il y a eu des interruptions dans les circuits. C'est plutôt une affaire de fournisseur qu'une affaire de production. Et puis il y a eu la thrombose
ultra médiatisé du canal de Suez. Oui, donc ça fait plusieurs éléments qui sont intéressants à regarder et qui concourent à ce phénomène. Là, on a par exemple sur ce graphe, on a le Baltic Dry Index, donc c'est un indice qui est lié au prix de transport. Oui. Et vous voyez très bien que dans la crise en 2020, on était à 500, on est monté à plus de 3000 aujourd'hui. Oui. Donc c'est aussi lié au prix du minerai de fer. C'est quand le minerai de fer était très bas, à 100 $, c'est différent d'un minerai de fer qui est à 230 $ aujourd'hui. Donc tout est lié. Par contre, évidemment, ce prix est en forte hausse. Vous voyez très bien, puisqu'on est sur une période de 10 ans, vous voyez qu'on est loin des 4000, on est loin, on est un peu plus de 15-20% de 2010. Mais on a aussi ce prix qui a été monté en fusée à cause des problèmes du canal de Suez, puisque ce bateau qui est resté coincé quelque temps sur le canal de Suez, alors c'est aussi intéressant de voir tout ce qu'on a raconté à ce moment-là. Oui. C'est est-ce que ça va durer des mois et compagnie. Mais certains nous annonçaient que ça allait durer 6 mois. Voilà, donc en 10 jours, c'était débloqué. Hein. Voilà. Donc ça a quand même coûté de l'argent, puisque les flux sont colossaux. De mémoire, je crois que ça coûte 500 000 $ de passer le canal de Suez. Ça dépend aussi de la taille du bateau. Puis tous les bateaux ne peuvent pas y passer. Sûr, alors la petite chose qui est bonne, c'est qu'il y a depuis 2014, il y avait un projet d'élargissement du canal de Suez. Et ça va peut-être être mis en route. Alors que les appels d'offres ont été faits. C'est des sociétés européennes et aussi américaines qui sont sur le sujet. Est-ce que ça va augmenter, ça va faire en sorte que les prix, sans doute. Ça va surtout permettre au canal de Suez d'être un passage obligé qui soit plus facile. Mais ça a joué quand même sur le prix du conteneur. Parce qu'en 2020, le prix du pétrole était tombé tellement bas, eu égard aux redevances payées pour prendre le canal de Suez, les supertankers passaient et les porte-conteneurs passaient par le cap de Bonne-Espérance parce que le carburant était très bon marché et qu'il valait mieux contourner l'Afrique que de payer les redevances au canal de Suez. Il y a vraiment un déséquilibre dans le marché à ce moment-là, mais on s'aperçoit aussi que les flux reprennent fortement. Donc les gens qui pensaient que le Covid c'est la fin d'un temps, que le commerce international allait s'effondrer, c'est tout le contraire que l'on voit. Donc là encore, il faudrait... Alors il y a d'autres points possibles de thrombose. Bon, il y a évidemment le détroit d'Ormuz pour le pétrole et le gaz. Il y a évidemment Singapour et toute sa région. Même la Manche peut se trouver confrontée à un problème de thrombose, d'encombrement. Oui, parce que entre le canal de Suez et puis la Manche, on a quand même de l'écart. Mais le Pas-de-Calais, quand même. Oui, non, n'exagérons pas. Mais non, parce que le premier port européen, ce n'est pas le Havre. Comme chacun sait, ce n'est pas non plus Dunkerque, c'est Rotterdam, bien entendu. Bon, mais ce graphique est tout à fait éclairant. Alors, des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui militent quand même pour une forme de retour au localisme quand c'est possible. Oui, alors c'est très à la mode. Après, il faut regarder le nombre d'usines qui seront construites en Europe sur ce sujet-là, même si un des leaders des semi-conducteurs a annoncé la fabrication de semi-conducteurs à SML dans les pays du Nord. En fait, les semi-conducteurs, il y a déjà un aspect, c'est qu'il y a une usine importante de TSMC à Taïwan qui a brûlé. Ah oui. Et tout le secteur des semi-conducteurs est en Asie depuis assez longtemps. Même les gens qui sont fondeurs, parce que dans les semi-conducteurs, vous pouvez avoir du cuivre, il y a des gens qui faisaient des plaques de cuivre ultra sensibles, ça a été racheté essentiellement par les Chinois. Oui. Donc, tous les semi-conducteurs sont essentiellement en Asie. Là, il y a une crise sur les semi-conducteurs. C'est aussi lié, par exemple, au basculement qu'il y a entre la voiture électrique et les voitures thermiques, moteurs thermiques. Vous avez 3 fois plus de semi-conducteurs dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Donc ça modifie un petit peu les choses. Alors, il y a cette crise sur les semi-conducteurs, mais il y a aussi les débouchés de semi-conducteurs, puisque là, je vous ai montré un graphe sur le marché. Donc, vous voyez, 70% des capacités de production. Alors, Taïwan, 23%, South Korea, 11,25%. Bon, alors, dans un petit coin, on voit la France, 0,95%. Voilà. Mais je crois qu'il y a une très belle entreprise. Oui, il y a ST Micro. ST Micro, qui est une très belle boîte, qui est surtout très bien gérée depuis plusieurs années par un très bon chef d'entreprise. Après, il y a une volatilité sur ce secteur, mais c'est un secteur qui est obligatoirement
en pointe et ça sera un des... On verra dans 10 ans comment sera la carte des semi-conducteurs. Alors les États-Unis, évidemment, sont une position assez modeste, mais alors c'est l'Irlande et l'Allemagne qui sont les deux... Oui, là, après, c'est l'aspect de fabrication. Il y a aussi il y a plusieurs... Il y a les gens qui font les puces, il y a des gens qui conçoivent les puces, il y a aussi des machines pour concevoir les puces. Les Américains restent avec une part importante dans ces machines à construire les puces. Voilà, c'est un secteur intéressant. Là, dans ce deuxième graphe, vous voyez très bien la nouvelle guerre technologique. Alors, on l'a évoqué sur donc la partie automotive, donc l'utilisation finale. On voit que les communications sont le plus gros consommateur. Mais si on prend la partie automobile qui a défrayé un peu la chronique dans tous les journaux, un peu plus de 12%, donc Stellantis, là, qui est la fusion. Stellantis, oui. Voilà, ils ont la dit fusion quand même de Fiat Chrysler Peugeot. Avec Peugeot. Voilà. Là, ils ont dit quand même qu'il y aurait 12% des voitures neuves qu'ils avaient prévues qui ne sortiraient pas à cause de ce problème de semi-conducteurs. Ouais. Et sur l'ensemble du marché automobile, c'est à peu près 5% qui ne devraient pas sortir par rapport à cela. Mais là aussi, c'est assez complexe, puisqu'on sort des voitures aujourd'hui. Les voitures, on consacre les semi-conducteurs pour les voitures haut de gamme. Et donc, évidemment, vous sortez ça avec des marges supérieures et vous diminuez certaines fonctions qui étaient consommatrices de semi-conducteurs sur des voitures plutôt de petite taille et pas trop chères. Donc, il y a un rééquilibrage. Et donc, les constructeurs automobiles sont assez forts pour essayer de faire en sorte de remonter leur prix, remonter leur marge en parlant de problèmes de semi-conducteurs. Bon, c'est un dossier intéressant. Je crois qu'il faut faire attention. C'est pas la fin des temps sur ces semi-conducteurs. Ça, on l'avait compris. On va pas se retrouver avec plein d'usines de semi-conducteurs en Europe demain matin. Tout ça, ça met du temps. Et après, c'est des tendances. Et par exemple, une Tesla, donc une voiture sortie de chez Tesla, doit utiliser beaucoup plus de oui, alors Tesla, mais Tesla, on voit aussi qu'il y a beaucoup de variations de consommation. Donc c'est un acteur important en Chine, les gens l'oublient. Tesla en Chine, c'est à peu près 70% des voitures électriques haut de gamme sortent de chez Tesla, même s'il y a eu un arrêt sur la croissance au mois d'avril de 27% en moins, mais quand même, ils ont une part de marché non négligeable. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les voitures électriques sont assez consommateurs de semi-conducteurs. Donc, alors, justement, puisqu'on parle de Tesla, on ne peut pas manquer l'occasion de rapprocher ça du Bitcoin, puisque la voiture Tesla pouvait être achetée en Bitcoin et que Musk avait acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin. Et puis il s'est aperçu que pour miner du Bitcoin en Chine, on utilise de l'électricité produite par le charbon. Si bien que les voitures Tesla sont censées avoir un effet carbone limité, mais les microprocesseurs, eux, ont un effet carbone... Oui, les bitcoins, pardon. Tout ça est très complexe. Je pense que les acheteurs de bitcoin, aujourd'hui, c'est un peu les anciens acheteurs des mines d'or sur les marchés il y a des années. Oui. Donc je trouve qu'il y a un peu un marché de flux. Les gens étaient d'abord sur l'or avant. Et l'or, dans ce contexte, avant de revenir sur le Bitcoin, je voudrais faire une petite... Oui, sur l'or, oui. Sur l'or, quand vous regardez, par exemple, ce graphe sur l'or, on s'aperçoit qu'il y a un peu un essoufflement de l'intérêt sur l'or en termes de volume, même si l'inflation est plutôt favorable à l'or. Oui, bien sûr. Donc ça peut jouer. Après, il y a les reports des mariages en Chine et sur les bijoux qui ont joué aussi, donc c'est peut-être aussi une explication. Et puis même si en Inde c'est contraire, parce que l'Inde est assez covidée en ce moment, donc les mariages sont en forte réduction. Mais en folle de l'or, l'Inde a un stock d'or familial et domestique très élevé. Mais il y a eu quand même des lois qui ont réduit l'intérêt des ménages de l'Inde depuis quelques temps. Donc il y a un peu un arrêt avec une histoire de fiscalisation. Ah oui, donc ça a modifié les ardeurs sur l'or. Et après, il y a aussi le Japon qui s'est mis à racheter un peu d'or. Donc il suffit que le Japon achète 80 tonnes d'or. Ça joue. Mais il ne faut pas oublier, vous le voyez sur ce graphe, qu'on a recassé le plus haut de 2011-2012, mais on est aussi en train de rebaisser. Donc on a essoufflement peut-être un peu sur l'or, sauf si l'inflation continue. Donc dans ces cas-là,
Oui. l'or reprendra un peu de sa vigueur. Oui, c'est sûr. Et par contre, on a une bulle incroyable sur le Bitcoin. Oui, alors on va parler du Bitcoin, oui. Alors, le NYMEX, là, c'est le New York Metal Exchange. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, notre Bitcoin. Alors, je ne vais pas vous demander comment on le fabrique. Beaucoup de gens butent sur la question de la fabrication du Bitcoin. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut des fermes énormes d'ordinateurs qui dépensent beaucoup d'électricité et qui produisent beaucoup de chaleur. Bon, ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est que M. Elon Musk a décidé qu'on ne paierait plus les voitures en Bitcoin. Il a dit que c'était une possibilité, Oui. donc il faut faire attention. Oui. C'est une possibilité. Mais Alors, après, est-ce que c'est ce qui explique la chute? Ouais, Pas que ça. D'abord, on le voit sur ce graphe, on est passé de grosso modo 10 000 à plus de 60 000. Et puis là, on a fortement rebaissé récemment. À 40, 30, enfin, 30 000. On est même arrivé à 32 000 récemment, Oui, remonté 32 à 000. 37. Donc Puis ça va être même retombé à 25 000. Voilà, ça va être très très volatile. Ce Bitcoin, donc il y a l'effet Elon Musk qui a joué. Oui. Il y a aussi des effets qui vont le réguler. Oui. C'est les déclarations qu'il y a eu sur le marché chinois Oui, récemment. en effet. Donc là où on dit qu'ils font ça pour lancer leur e-yuan. L'e-yuan, oui. Peut-être le e-yuan. Oui. Après, ils veulent aussi. Il y a des aspects de fiscalisation. Oui. Tout comme on l'a eu en Europe et en France sur la fiscalisation du Bitcoin, puisqu'il y a des aspects de plus-value qui interviennent Oui, j'ai maintenant. vu que dans la déclaration d'impôt, maintenant, on nous demande si on a fait des plus-values là-dessus. Bon, voilà. Et il y a aussi John Biden, donc là c'est assez récent, qui a dit la fête est peut-être finie sur le Bitcoin pour faire tout et n'importe quoi. Alors c'est hyper volatile, ça restera volatile. Les gens qui s'embarquent dedans, ils peuvent perdre très rapidement de l'argent. Il faut que ça soit très très... Lorsqu'il est retombé là, vers le 15 mars ou le 19 mai, il est retombé à 25 000. Il y en a qui ont acheté et qui ont vendu à 32 000 quand même. Mais ça, sur tout marché, vous avez la possibilité d'acheter des titres ou des matières. Mais bon, c'est hyper volatile. Je crois qu'il ne faut vraiment pas s'amuser à faire ça. Dans les portefeuilles de vos clients, vous n'avez pas du tout de Bitcoin. Non. Bon. Il y a simplement un fonds qui existe en France et qui est en fait le reflet de Bitcoin qui a été agréé. Donc ça commence à exister. Ça commence à être une classe d'actifs. Mais nous, on sera... Vous direz pas. Et sur l'Ethereum et sur les autres, parce qu'il y a 8000. Oui, il y a plein de crypto-monnaies différentes. Mais moi, j'aime pas ces crypto-monnaies parce que c'est quand même aujourd'hui un des moyens de rackettage, entre guillemets. Quand vous avez un piratage informatique, on vous demande quoi? On vous demande d'être payé, la rançon va être payée en Bitcoin. Donc rien que ça m'agace. Oui, je vous comprends. Et puis après, je comprends rien. Pour schématiser. Et alors, il faut signaler quand même, c'est que si les Chinois veulent un e-yuan, c'est qu'ils le contrôleront totalement. Oui, c'est une monnaie discrétionnaire qui émane de l'État. Ça sera une monnaie concurrentielle. Ça sera une monnaie différente, mais après, il faut regarder aussi la masse en circulation, même si elle est assez importante par rapport aux capitalisations boursières de certaines sociétés. C'est quand même pas... ça ne se compare pas à la masse monétaire qu'il y a dans le monde entier. Les arrière-pensées des Chinois, nous dit-on, seraient de concurrencer le dollar. Ils n'ont pas réussi avec la monnaie traditionnelle, le renminbi ou le yuan, puisqu'il n'y a que 4% des transactions qui se font en yuan, surtout avec la Russie. Oui. Alors, est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'essayer, par l'Afrique, de payer à l'Afrique ses matières premières en yuan? Ça, ils ont déjà... Je ne suis pas sûr que le paiement se fera en yuan sur la partie africaine. Il paraît qu'ils y pensent. Moi, je pense qu'il y a surtout, et les gens le voient pas assez, on a quand même la crise du Covid a fortement renforcé les ambitions impérialistes de la Chine. C'est incontestablement. Donc, quand on voit la réactivité qu'ils ont eue, ils ont bloqué la Chine, mais pendant ce temps-là, le marché intérieur s'est redéveloppé de manière très rapidement, très très rapide. Et les aspects géopolitiques, on voit très bien qu'ils accélèrent le mouvement sur Hong Kong. On voit qu'il y a certains des gens qui regardent la géopolitique qui s'inquiètent un peu des visées sur Taïwan. Il y a eu quand même l'opération Birmanie, qui est une opération chinoise manifeste. Donc les cartes sont en train d'évoluer et la Chine continue d'avancer. Donc il ne faut pas que les Européens s'endorment. Les Américains ne sont pas trop endormis là-dessus, puisque ils ont réagi. Trump avait réagi. On a l'impression que Biden va continuer, même si la position de Trump était très très critiquée. Il semble que Biden continue un peu sur le sujet. Il y a la route de la soie. Il y a les porte-avions.
Non, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que... Les Sparkley, les îles. Il faut être très prudent et regarder l'influence de la Chine. Alors, la financière Tiepolo continue d'avoir une stratégie d'investissement. Oui, tout à fait. Alors, quelle est cette stratégie d'investissement ? Allez-vous toujours sur les PME ? Parce que j'ai vu aussi que, félicitations, vous avez reçu une récompense, c'est le fonds commun de placement Tiepolo PME, qui a reçu la Morningstar Award. Oui, alors c'est la 4e fois qu'on reçoit un prix sur ce fonds. Ça doit encourager vos clients. PME, donc c'est essentiellement des valeurs familiales et des valeurs françaises et européennes. C'est un fonds qui fonctionne bien sur un secteur porteur et avec une volatilité qui est moins importante que d'autres fonds. Par exemple, on n'a pas de biotech dedans. Même si on a de la volatilité dans certains titres, mais on a moins de volatilité et la performance est bonne sur longue période. Après, dans un portefeuille d'un client équilibré, on n'a pas beaucoup changé les choses en 2020. Puisqu'il faut creuser son sillon sur longue période. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc par exemple, je prends le secteur aéronautique. Je vois, que vous investissez. Alors Safran, Safran c'est du bon. Donc Safran, on l'a depuis un petit moment. Ce sont les moteurs essentiellement. C'est les moteurs, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont racheté Zodiac, donc c'est l'équipement aéronautique. Et c'est une société qui est très bien gérée. Bon, on est quand même à 25% du plus haut. On n'a pas réatteint le plus haut. Si on prend Airbus, vous voyez qu'on est encore plus bas sur Airbus. C'est des sociétés aussi qui avaient surperformé. On le voit très bien sur ces graphes. Vous avez en dessous le stock Europe 600, donc c'est les 600 grosses valeurs européennes. Et vous voyez très bien la surperformance malgré la crise. Alors, donc ce qu'il faut, c'est dans un portefeuille garder une pondération sur certains, d'abord sur des valeurs. La plus grosse pondération qu'on ait, même si le CAC 40 est composé à 34% ou 35% sur les valeurs de luxe, on continue d'être gros sur le luxe, essentiellement via LVMH ou Dior, mais on préfère Dior parce qu'il y a une décote, mais le marché est plus étroit. Des titres aussi comme Interparfums qui sont des valeurs de qualité et de croissance. Donc on a une partie luxe, une partie, donc ça le luxe, on a réatteint les plus hauts, dépassé les plus hauts et M. Bernardo continue d'acheter du LVMH tous les jours. Il a aussi touché des gros dividendes, donc il réinvestit ses dividendes en rachetant des titres. En rachetant ses propres actions. Voilà, donc c'est vraiment un long fleuve tranquille sur un secteur qui est en plein boom puisque dans quelques temps, l'acheteur de luxe, il sera à 50%, ça sera un Asiatique. Un Chinois, voire un Chinois. Donc, on est vraiment sur un marché très porteur. Donc ça, c'est des valeurs qui ne sont pas Covid. Après, vous avez des valeurs un peu Covid. Bon, on le voit sur la partie aéronautique, mais on a remonté, mais on n'a pas dépassé les plus hauts. Vous croyez vraiment que l'aéronautique, les avions vont autant voler qu'avant Écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des compagnies d'assurance qui commencent à se réintéresser aux achats d'avions, donc c'est en train de repartir gentiment. Si on prend lié au tourisme, on s'aperçoit aussi que les sites de réservation sont redevenus, par Internet, sont revenus assez actifs, donc on rejoint des niveaux élevés. Donc il y a des choses qui se passent. Et ce qui est important, ça va mettre un peu de temps. Oui, mais les lignes intérieures, par exemple. Vous savez, ça peut aller très vite. Les lignes intérieures en France, vous croyez qu'on pourra encore aller à... D'abord, il y a eu des évolutions. Bordeaux, il y a aussi des évolutions Toulouse. Réglementaires liées à... Mais c'est pas ça le gros du flux. C'est le moyen courrier et le long courrier qui jouent énormément. Mais après, il y a aussi le transport. Tout à l'heure, on parlait des aspects de difficultés de transport. Donc, il y a eu quand même des pénuries sur des containers. Puis, il y a aussi, par exemple, un fabricant, RHI, qui est un fabricant de briques réfractaires pour les fours. Ils ont été obligés de transporter ces briques par avion parce qu'il y a des problèmes de délai et de prix sur les containers. Donc, il y a des choses qui se passent. Une boîte comme Imerys, qui a annoncé récemment qu'ils avaient eu quelques petits soucis de logistique. Donc, le marché est en train de se rebouger un petit peu. Mais ça va se réguler. Ce sont des pondéreux quand même. Les porteurs d'avion, c'est quand même cher. Oui, mais vous voyez que même des sociétés comme ça sur des produits lourds... Je me souviens d'avoir visité Orly-Fret, par exemple. Orly-Fret. C'est impressionnant ce qu'on transporte en avion maintenant. C'est assez effrayant. Enfin, ce qu'on transportait avant la crise. Non, mais le secteur est assez contrasté et je pense qu'on sera assez surpris de la reprise des voyages. Les gens n'attendent que ça. Et évidemment,
les Chinois sont là aux portes du monde entier pour continuer de visiter. Donc, c'est l'atelier du monde, comme l'était la Grande-Bretagne au XIXe siècle, mais à puissance 100. Alors nous avons la suite, c'est les petites capitalisations faiblement valorisées. Et pourquoi vous intéressez-vous à ces petites... Alors sur ce graphe, ce qui est intéressant, c'est que c'est les valorisations dans le non coté. Donc nous ne faisons que des investissements sur les valeurs cotées. Là, c'est les valorisations des PME non cotées. Et on s'aperçoit que les indices, donc les prix de transaction n'ont jamais été aussi élevés sur le non coté. Alors c'est essentiellement lié à l'existence de fonds importants qui participent au rachat des sociétés. Souvent, il y a des sociétés familiales, des sociétés où le boss prend sa retraite, il n'a pas de personnes qui suivent. Donc, il y a aussi des opérations qui se passent dans tous les secteurs. Et là, on s'aperçoit que la valorisation sur nos côtés est très élevée. Et inversement, les valeurs cotées des PME ne sont pas si élevées que cela. Donc, il y a un différentiel de valorisation entre les valeurs non cotées PME et les valeurs cotées PME. Alors comment ça s'explique, ça? Ça explique qu'aujourd'hui, le marché est sous-valorisé sur les valeurs cotées, alors que le non-coté est plus en vogue. Mais donc ça montre cela et on voit les valorisations. Mais vous n'allez pas du côté des non-cotés. Vous n'allez pas? Vous n'allez pas du côté des non-cotés. Ah non, nous on fait que du côté, on ne fait pas de non-coté. Le non-coté, il y a des fonds spécialisés, il y a les plus gros qui rachètent les plus petits, donc des industriels qui rachètent des plus petits, et il y a des opérations aussi habituelles entre les grosses valeurs cotées qui rachètent des valeurs non cotées. Mais bon, c'est un élément de valorisation, et là vous avez un deuxième graphe qui est lié à l'écart de valorisation entre les grandes valeurs et les plus petites. On s'aperçoit que quand on est en dessous de cette moyenne de 0, eh bien, ça veut dire que les valeurs small cap sont plus chères quand c'est en bas. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les valeurs avec le Covid, les valeurs large cap sont plus chères, elles sont plus alors c'est une moyenne. I'm sorry, but what do you mean by large caps and small caps, c'est les grandes valeurs, large cap, et small cap, c'est les valeurs moyennes et petites. Non, mais parce que nos téléspectateurs ont besoin parfois qu'on leur traduise. Vous avez raison. Vous savez, ce langage anglais qui domine quand même le langage économique. Donc, large caps and small caps. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, que les grandes valeurs sont plus valorisées, les valorisations sont plus élevées sur les grosses valeurs que sur les petites. Alors, sur longue période, nous, on privilégie dans les portefeuilles, il y a des grandes valeurs. Je vous ai parlé d'LVMH, des Silor, des Air Liquide. Vous avez des valeurs moyennes, puis vous avez des petites. Ce qui est important, c'est d'avoir un doux mélange entre ces différentes catégories de titres sur longue période. Alors, les petites capitalisations font de la surperformance. Oui, là, on a un autre graphe sur longue période, puisque vous voyez que c'est sur 20 ans. Oui. Et on voit l'indice Europe, donc des petites valeurs. Donc, vous aurez mis 100 en 2001, malgré la crise de 2002-2003, vous êtes à 350 en 2021. Et après, vous avez les valeurs moyennes et puis les grandes valeurs. Donc, sur longue période, on a toujours... on le voit et on le constate, on a les valeurs moyennes qui... Alors après, il peut y avoir des volatilités sur certaines valeurs, mais ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre dans son portefeuille. Alors j'aime bien le tableau que vous avez fait à la fin. Des thèmes qui peuvent servir de boussole. C'est très bien votre... Alors, quand on regarde vieillissement de la population, gestion durable, digitalisation, transition économique des zones émergentes, approche contrariante. Alors, je pense qu'on peut le regarder sur une période un peu plus longue, là, pour nos téléspectateurs. Alors, c'est pas un a priori, on ne dit pas on va absolument s'occuper de ce thème-là. On s'aperçoit que c'est le choix de certains titres qui se dégagent, et on s'aperçoit que le thème du vieillissement de la population est un secteur d'investissement. Donc, Corian, vous l'avez conservé toujours. Voilà, Corian, Orpea, même si ça sous-performe depuis un petit moment. Ils ont souffert avec le Covid ? Si, ils ont souffert un peu sur le Covid, mais ça c'est partie des titres qui vont se réapprécier avec la fin du Covid. Et après, il y a aussi une petite corrélation avec les taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt se calment, ça va jouer. Par contre, l'Air Liquide a dû profiter de la crise du Covid. Oui, mais alors ça, c'est sur la partie... fabrication d'oxygène ? Oui, mais ça, sur la partie santé. Ah oui. Donc, ce n'est pas un pure player santé, puisqu'il y a aussi une partie qui est liée aux équipements industriels. Bon, puis après, il y a ici l'or. Sur la partie gestion durable,
Bon, Albioma, c'est une société qui fait des centrales à l'origine de bagasse, mais c'est plutôt des centrales électriques dites vertes. Bagasse, c'est les produits de la canne à sucre. Voilà. Après, il y a une société qui s'en est très bien sortie, c'est Somfy dans la crise, qu'on est passé au plus haut de la crise. Avant la crise, on était à 90, on était à 70, aujourd'hui on est au 150. Après, vous avez l'exemple de sociétés plus ou moins grandes. Donc, par exemple, les centres d'appel, Téléperformance, beaucoup de gens connaissent, par contre, ou Atos, par contre, une société comme Sword, qui est une petite pépite dans les logiciels. Attention aussi sur des valeurs moyennes au marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter 50 000 titres du jour au lendemain, sauf quand vous êtes un professionnel et que vous travaillez les marchés de bloc. Mais ce qui me frappe quand même, c'est dans le tableau, on ne voit pratiquement pas d'agroalimentaire. Alors l'agroalimentaire, on est assez sous-pondéré sur le secteur. D'abord, il y a une dépendance liée au prix des matières premières. Oui. Et puis, il y a aussi des aspects de pricing power qui ne sont pas faciles à gérer. Plus des aspects aussi liés, par exemple, les produits lactés, tout ce qui est lait. Et pas en forme comme elle était il y a 30 ans. Sauf qu'on pense que Danone est peut-être arrivé au bout du tunnel avec... un changement de manager. Monsieur de Saint-Afrique qui a remplacé Monsieur Faber. Oui, et donc là, on pense que c'est peut-être un déclencheur Monsieur pour Faber était un homme bien création de la valeur. Après, moi, je n'ai jamais travaillé avec Monsieur Faber, donc je n'ai pas d'idée, mais je pense qu'il y avait sûrement des problèmes. Si vous avez une société agroalimentaire, s'il fallait vous recommander une société agroalimentaire, je vous en recommanderais une que je connais très bien, c'est LDC. Oui, alors on en a dans un fonds, mais c'est une société qui est boursièrement et pas... Oui, voilà, petite partie du capital. C'est pas très très performant sur le plan boursier, mais c'est une très belle boîte. L'action, elle est autour de 100 €. Hein, oui, mais après, il y a attention au volume aussi, dans ce genre de titres. Mais ce qu'il faut, vous voyez, c'est d'avoir des titres qui sont insensibles au Covid, entre guillemets, peu sensibles au Covid et très sensibles au Covid. Par exemple, pas ADP. ADP, c'est une société qui est très sensible au Covid. Mais le jour où le Covid s'arrête, on est à 50% du plus haut. Compagnie des Alpes, aussi, c'est une société très sensible au Covid, puisque vous avez moitié... voilà. Donc, je parle souvent des mêmes valeurs. La dernière valeur qu'on a rentrée dans la crise, c'était Unibail, puisque c'est les centres commerciaux. Je crois qu'on avait parlé un petit peu au mois de décembre. Non, je ne crois pas, non. Unibail, on a fait 250 au plus haut, 170 avant la crise, 50 en bas, et puis on se promène entre 30 et 70... mais il y a encore du potentiel. Alors, pour conclure, nous sommes dans une période de déclaration d'impôt. Qu'est-ce que vous, en quelques mots rapides, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à nos téléspectateurs ? Je pense que c'est toujours le moment en dehors de ce conseil, alors que je donnerai à votre place, aider TV Liberté, bien entendu. Donc ça, c'est la partie don. C'est déductible fiscalement. Voilà, c'est la partie don. Non, ce qu'on dit, les déclarations d'impôt, c'est toujours le moyen de faire un peu son bilan. Grâce à M. Macron, il n'y a plus d'ISF sur tous les actifs financiers, donc c'est quand même une bonne chose. Après, sur l'IFI, l'IFI, c'est sur la partie immobilière, donc là, il faut bien regarder les variations de l'immobilier, et évidemment, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller sur ces aspects-là. Mais on a un éclairage important à faire aussi sur les aspects d'assurance vie, puisque les gens attendent d'être morts pour faire de l'assurance vie, il faut mieux le faire avant. Donc, assurance vie veut dire simulation de droits de succession de votre patrimoine. Si vous avez encore la chance d'avoir vos beaux-parents ou vos parents, il faut inclure votre quote-part dans votre actif sur longue période. A priori, cet actif-là devrait se valoriser, puisque les marchés actions, même aussi l'immobilier, beaucoup d'actifs montent. Donc, il faut faire des simulations de droits de succession. Avec les abattements aujourd'hui, attendez pas qu'il y ait un changement d'abattement. Ça, je parle de la succession avant de parler d'assurance vie. Donc, d'abord faire un travail sur votre succession et les donations. Regardez ce qui est possible de faire et après ne pas hésiter à mettre de l'argent dans l'assurance vie. Alors l'assurance vie, on pense toujours contrat en euros, dette des États et emprunts. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, non, on peut avoir de l'assurance vie en titre vif coté ou en OPCVM. Et c'est intéressant, par exemple, nous on casse souvent des PEA avant 70 ans et on transfère tout l'argent d'un PEA, on le met en assurance vie avant 70 ans. Mais après, si vous avez vendu un appartement après 70 ans, il ne faut pas se dire « Ah, c'est complètement idiot de remettre de l'argent dans une assurance vie ». Nous, ce qu'on aime bien, c'est cantonner les versements avant 70 ans, des versements après 70 ans. Donc, on fait 2 contrats séparés pour des raisons techniques et de facilité au moment de votre décès. Mais après 70 ans, c'est très intéressant puisque le capital va rentrer, sauf 30 500, va rentrer dans votre actif successoral.
Oui. Mais la plus-value qui aura été générée, et quand vous avez 70 ans et qu'aujourd'hui on vit quand même nettement plus vieux qu'avant, dès que vous avez 15 ans alors je fais ça à 70 ans et 2 jours, mais mettons ça à 72 ans parce que vous avez vendu un appartement, vous avez hérité, parce qu'aujourd'hui on peut hériter tard. On hérite de plus en plus tard. Voilà, donc vous avez de l'argent qui arrive après 70 ans. Après 70 ans, vous mettez dans l'assurance vie, vous avez fait, mettons, 100% de hausse, vous aviez 100, vous êtes fiscalisé sur les 100, c'est votre capital, c'est différent d'avant 70 ans, mais les 100 que vous avez gagnés, ils sont hors actif successoral. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à d'autant que l'impôt sur les successions français est assez élevé, trop élevé. On peut taper assez rapidement dans les zones à 30%, voire à 45%. Donc pour moi, l'assurance vie est un bon moyen de transmission, mais ne jamais faire un contrat d'assurance vie sans avoir fait, ce que font malheureusement peu de gens, une simulation de droit de succession dynamique. Voilà, et vous faites du conseil dans ce sens? On fait du conseil sur ces aspects-là. Dès qu'on veut simplifier la vie du client, le plus important, c'est de bien le connaître. Eh bien, c'est une excellente conclusion. Merci, Éric Doutrebent, président de la financière Tiepolo. Est-ce qu'il y a une adresse ou une adresse mail où on peut joindre? Sur le site internet, vous tapez financière Tiepolo. Ça, on est 7 rue de Tilsit, dans le 17e, entre l'avenue de Wagram et l'avenue MacMahon. Et donc, on a la chance d'avoir le soleil qui balaye le bureau toute la journée, puisqu'on donne sur les toiles, donc on est très gâtés. Les salariés sont gâtés, les clients, quand ils viennent nous voir, sont gâtés, les prospects découvrent cette très belle vue sur l'Arc de Triomphe. Merci Éric Doutrebent. Et chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt.